Chapitre XIII du mystère de la chambre jaune. Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux. Chapitre XIII. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. 8 jours après les événements que je viens de raconter, exactement le 2 novembre, je recevais à mon domicile, à Paris, un télégramme ainsi libellé. Venez au Glandier par premier train, apportez revolver. Amitié, Rouletabille. Je vous ai déjà dit, je crois, qu'à cette époque, jeune avocat stagiaire et à peu près dépourvu de cause, je fréquentais le palais, plutôt pour me familiariser avec mes devoirs professionnels que pour défendre la veuve et l'orphelin. Je ne pouvais donc m'étonner que Rouletabille disposât ainsi de mon temps. Et il savait du reste combien je m'intéressais à ses aventures journalistiques en général, et surtout à l'affaire du Glandier. Je n'avais eu de nouvelles de celle-ci, depuis 8 jours, que par les innombrables racontards des journaux et par quelques notes très brèves de Rouletabille dans l'époque. Ces notes avaient divulgué le coup de l'os de mouton, et nous avaient appris qu'à l'analyse les marques laissées sur l'os de mouton s'étaient révélées de sang humain. Il y avait là les traces fraîches du sang de mademoiselle Stangerson. Les traces anciennes provenaient d'autres crimes pouvant remonter à plusieurs années. Vous pensez si l'affaire défrayait la presse du monde entier. Jamais illustre crime n'avait intrigué davantage les esprits. Il me semblait bien, cependant, que l'instruction n'avançait guère. Aussi eussé-je été très heureux de l'invitation que me faisait mon ami de le venir rejoindre au Glandier, si la dépêche n'avait contenu ces mots « apporter revolver ». Voilà qui m'intriguait fort. Si Rouletabille me télégraphiait d'apporter des revolvers, c'est qu'il prévoyait qu'on aurait l'occasion de s'en servir. Or, je l'avoue sans honte, je ne suis point un héros. Mais quoi? Il s'agissait, ce jour-là, d'un ami sûrement dans l'embarras qui m'appelait, sans doute, à son aide. Je n'hésitai guère, et, après avoir constaté que le seul revolver que je possédais était bien armé, je me dirigeai vers la gare d'Orléans. En route, je pensai qu'un revolver ne faisait qu'une arme, et que la dépêche de Rouletabille réclamait revolver au pluriel. J'entrai chez un armurier, et achetai une petite arme excellente que je me faisais une joie d'offrir à mon ami. J'espérais trouver Rouletabille à la gare d'Épinay, mais il n'y était point. Cependant un cabriolet m'attendait, et je fus bientôt au Glandier. Personne à la grille. Ce n'est que sur le seuil même du château que j'aperçus le jeune homme. Il me saluait d'un geste amical, et me recevait aussitôt dans ses bras, en me demandant avec effusion des nouvelles de ma santé. Quand nous fûmes dans le petit vieux salon dont j'ai parlé, Rouletabille me fit asseoir et me dit tout de suite « Ça va mal. » Qu'est-ce qui va mal? Tout. Il se rapprocha de moi et me confia à l'oreille. Frédéric Larsan marche à fond contre M. Robert Darzac. Ceci n'était point pour m'étonner depuis que j'avais vu le fiancé de mlle Stangerson pâlir devant la trace de ses pas. Cependant, j'observai tout de suite. Eh bien, et la canne? La canne? Elle est toujours entre les mains de Frédéric Larsan qui ne la quitte pas. Mais ne fournit-elle pas un alibi à M. Robert Darzac? Pas le moins du monde. M. Darzac, interrogé par moi en douceur, nie avoir acheté ce soir-là, ni aucun autre soir, une canne chez Cassette. Quoi qu'il en soit, fit Rouletabille, je ne jurerai de rien, car M. Darzac a de si étranges silences qu'on ne sait exactement ce qu'il faut penser de ce qu'il dit. Dans l'esprit de Frédéric Larsan, cette canne doit être une bien précieuse canne, une canne à conviction. Mais de quelle façon? Car, toujours à cause de l'heure de l'achat, elle ne pouvait se trouver entre les mains de l'assassin. L'heure ne gênera pas Larsan. Il n'est pas forcé d'adopter mon système qui commence par introduire l'assassin dans la chambre jaune entre 5 et 6. Qu'est-ce qui l'empêche, lui, de l'y faire pénétrer entre 10 heures et 11 heures du soir? À ce moment, justement, m et mlle Stangerson, aidés du père Jacques, ont procédé à une intéressante expérience de chimie dans cette partie du laboratoire occupée par les fourneaux. Larsan dira que l'assassin s'est glissé derrière eux, tout invraisemblable que cela paraisse. Il l'a déjà fait entendre au juge d'instruction. Quand on le considère de près, ce raisonnement est absurde, attendu que le familier, si familier il y a, devait savoir que le professeur allait bientôt quitter le pavillon, et il y allait de sa sécurité, à lui familier, de remettre ses opérations après ce départ. Pourquoi aurait-il risqué de traverser le laboratoire pendant que le professeur s'y trouvait? Et puis, quand le familier se serait-il introduit dans le pavillon? Autant de points à élucider avant d'admettre l'imagination de Larsan.
Je n'y perdrai pas mon temps, quant à moi, car j'ai un système irréfutable qui ne me permet point de me préoccuper de cette imagination-là. Seulement, comme je suis obligé momentanément de me taire et que larsan quelquefois parle, il se pourrait que tout finît par s'expliquer contre m darzac si je n'étais pas là, ajouta le jeune homme avec orgueil, car il y a contre ce m darzac d'autres signes extérieurs autrement terribles que cette histoire de canne, qui reste pour moi incompréhensible, d'autant plus incompréhensible que larsan ne se gêne pas pour se montrer devant m darzac avec cette canne qui aurait appartenu à m darzac lui-même. Je comprends beaucoup de choses dans le système de larsan, mais je ne comprends pas encore la canne. Frédéric Larsan est toujours au château? Oui, il ne l'a guère quitté. Il y couche, comme moi, sur la prière de m stangerson. M stangerson a fait pour lui ce que m robert darzac a fait pour moi. Accusé par Frédéric Larsan de connaître l'assassin et d'avoir permis sa fuite, m stangerson a tenu à faciliter à son accusateur tous les moyens d'arriver à la découverte de la vérité. Ainsi m robert darzac agit-il envers moi. Mais vous êtes, vous, persuadé de l'innocence de m robert darzac? J'ai cru un instant à la possibilité de sa culpabilité. Ce fut à l'heure même où nous arrivions ici pour la première fois. Le moment est venu de vous raconter ce qui s'est passé entre m darzac et moi. Ici rouletabille s'interrompit et me demanda si j'avais apporté les armes. Je lui montrai les 2 revolvers. Il les examina, dit « c'est parfait » et me les rendit. « En aurons-nous besoin ?» demandai-je. « Sans doute ce soir. Nous passons la nuit ici. Cela ne vous ennuie pas ?» Au contraire, fis-je avec une grimace qui entraîna le rire de rouletabille. « Ah, allons, allons, reprit-il, ce n'est pas le moment de rire. Parlons sérieusement. Vous vous rappelez cette phrase qui a été le sésame ouvre-toi de ce château plein de mystères? Oui, fis-je, parfaitement. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. C'est encore cette phrase-là, à moitié roussie, que vous avez retrouvée sur un papier dans les charbons du laboratoire. Oui, et, en bas de ce papier, la flamme avait respecté cette date, 23 octobre. Souvenez-vous de cette date qui est très importante. Je vais vous dire maintenant ce qu'il en est de cette phrase saugrenue. Je ne sais si vous savez que, l'avant-veille du crime, c'est-à-dire le 23, m et mlle stangerson sont allés à une réception à l'Élysée. Ils ont même assisté au dîner, je crois bien. Toujours est-il qu'ils sont restés à la réception, puisque je les y ai vus. J'y étais, moi, par devoir professionnel. Je devais interviewer un de ces savants de l'Académie de Philadelphie que l'on fêtait ce jour-là. Jusqu'à ce jour, je n'avais vu ni monsieur ni mlle stangerson. J'étais assis dans le salon qui précède le salon des ambassadeurs, et, las d'avoir été bousculé par tant de nobles personnages, je me laissais aller à une vague rêverie, quand je sentis passer le parfum de la dame en noir. Vous me demanderez, qu'est-ce que le parfum de la dame en noir? Qu'il vous suffise de savoir que c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il était celui d'une dame, toujours habillée de noir, qui m'a marqué quelque maternelle bonté dans ma première jeunesse. La dame qui, ce jour-là, était discrètement imprégnée du parfum de la dame en noir, était habillée de blanc. Elle était merveilleusement belle. Je ne pus m'empêcher de me lever et de la suivre, elle et son parfum. Un homme, un vieillard, donnait le bras à cette beauté. Chacun se détournait sur leur passage et j'entendis que l'on murmurait « C'est le professeur Stangerson et sa fille !» C'est ainsi que j'appris qui je suivais. Ils rencontrèrent m robert darzac que je connaissais de vue. Le professeur Stangerson, abordé par l'un des savants américains, Arthur William Rance, s'assit dans un fauteuil de la grande galerie, et m robert darzac entraîna mlle Stangerson dans les serres. Je suivais toujours. Il faisait, ce soir-là, un temps très doux. Les portes sur le jardin étaient ouvertes. Mlle Stangerson jeta un fichu léger sur ses épaules, et je vis bien que c'était elle qui priait m darzac de pénétrer avec elle dans la quasi-solitude du jardin. Je suivis encore intéressé par l'agitation que marquait alors m robert darzac. Il se glissait maintenant, à pas lents, le long du mur qui longe l'avenue Marigny. Je pris par l'allée centrale. Je marchais parallèlement à mes 2 personnages. Et puis, je coupais à travers la pelouse pour les croiser. La nuit était obscure, l'herbe étouffait mes pas. Ils étaient arrêtés dans la clarté vacillante d'un bec de gaz et semblaient, penchés tous les 2 sur un papier que tenait mlle Stangerson, lire quelque chose qui les intéressait fort. Je m'arrêtai, moi aussi.
j'étais entouré d'ombre et de silence. Ils ne m'aperçurent point, et j'entendis distinctement mlle stangerson qui répétait, en repliant le papier: le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Et ce fut dit sur un ton à la fois si railleur et si désespéré, et fut suivi d'un éclat de rire si nerveux, que je crois bien que cette phrase me restera toujours dans l'oreille. Mais une autre phrase encore fut prononcée, celle-ci par m robert darzac. Me faudra-t-il donc, pour vous avoir, commettre un crime? m robert darzac était dans une agitation extraordinaire. Il prit la main de mlle stangerson, la porta longuement à ses lèvres, et je pensai, au mouvement de ses épaules, qu'il pleurait. Puis ils s'éloignèrent. Quand j'arrivai dans la grande galerie, continua rouletabille, je ne vis plus m robert darzac, et je ne devais plus le revoir qu'au glandier, après le crime, mais j'aperçus mlle stangerson, m stangerson et les délégués de philadelphie. mlle stangerson était près d'arthur rance. Celui-ci lui parlait avec animation, et les yeux de l'américain, pendant cette conversation, brillaient d'un singulier éclat. Je crois bien que mlle stangerson n'écoutait même pas ce que lui disait arthur rance, et son visage exprimait une indifférence parfaite. Arthur William Rance est un homme sanguin, au visage couperosé. Il doit aimer le gin. Quand m et mlle stangerson furent partis, il se dirigea vers le buffet et ne le quitta plus. Je l'y rejoignis et lui rendis quelques services dans cette cohue. Il me remercia et m'apprit qu'il repartait pour l'Amérique 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 26, le lendemain du crime. Je lui parlai de Philadelphie. Il me dit qu'il habitait cette ville depuis 25 ans et que c'est là qu'il avait connu l'illustre professeur Stangerson et sa fille. Là-dessus, il reprit du champagne et je crus qu'il ne s'arrêterait jamais de boire. Je le quittai quand il fut à peu près ivre. Telle a été ma soirée, mon cher ami. Je ne sais par quelle sorte de précision la double image de m robert darzac et de mlle stangerson ne me quitta point de la nuit, et je vous laisse à penser l'effet que me produisit la nouvelle de l'assassinat de mlle stangerson. Comment ne pas me souvenir de ces mots: me faudra-t-il, pour vous avoir, commettre un crime? Ce n'est cependant point cette phrase que je dis à m robert darzac quand nous le rencontrâmes au glandier. Celle où il est question du presbytère et du jardin éclatant, que mlle stangerson semblait avoir lue sur le papier qu'elle tenait à la main, suffit pour nous faire ouvrir toutes grandes les portes du château. Croyais-je à ce moment que m robert darzac était l'assassin? Non, je ne pense pas l'avoir tout à fait cru. À ce moment-là, je ne pensais sérieusement rien. J'étais si peu documenté. Mais j'avais besoin qu'il me prouvât tout de suite qu'il n'était pas blessé à la main. Quand nous fûmes seuls, tous les deux, je lui contai ce que le hasard m'avait fait surprendre de sa conversation, dans les jardins de l'Élysée, avec mlle Stangerson. Et quand je lui eus dit que j'avais entendu ces mots: me faudra-t-il, pour vous avoir, commettre un crime, il fut tout à fait troublé, mais beaucoup moins, certainement, qu'il ne l'avait été par la phrase du presbytère. Ce qui le jeta dans une véritable consternation, ce fut d'apprendre de ma bouche que, le jour où il allait se rencontrer à l'Élysée avec mlle Stangerson, celle-ci était allée, dans l'après-midi, au bureau de poste 40, chercher une lettre qui était peut-être celle qu'ils avaient lue tous les deux dans les jardins de l'Élysée, et qui se terminait par ces mots: le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Cette hypothèse me fut confirmée du reste, depuis, par la découverte que je fis, vous vous en souvenez, dans les charbons du laboratoire, d'un morceau de cette lettre qui portait la date du 23 octobre. La lettre avait été écrite et retirée du bureau le même jour. Il ne fait point de doute qu'en rentrant de l'Élysée, la nuit même, mlle Stangerson a voulu brûler ce papier compromettant. C'est en vain que m robert darzac nia que cette lettre eût un rapport quelconque avec le crime. Je lui dis que, dans une affaire aussi mystérieuse, il n'avait pas le droit de cacher à la justice l'incident de la lettre, que j'étais persuadé, moi, que celle-ci avait une importance considérable, que le ton désespéré avec lequel mlle Stangerson avait prononcé la phrase fatidique, que ses pleurs à lui, Robert Darzac, et que cette menace d'un crime qu'il avait proférée à la suite de la lecture de la lettre ne me permettaient pas d'en douter. Robert Darzac était de plus en plus agité. Je résolus de profiter de mon avantage. Vous deviez vous marier, monsieur, fis-je négligemment, sans plus regarder mon interlocuteur,
et tout d'un coup ce mariage devient impossible à cause de l'auteur de cette lettre, puisque, aussitôt la lecture de la lettre, vous parlez d'un crime nécessaire pour avoir mlle Stangerson. Il y a donc quelqu'un entre vous et mlle Stangerson, quelqu'un qui lui défend de se marier, quelqu'un qui la tue avant qu'elle ne se marie. Et je terminai ce petit discours par ces mots. Maintenant, monsieur, vous n'avez plus qu'à me confier le nom de l'assassin. J'avais dû, sans m'en douter, dire des choses formidables. Quand je relevai les yeux sur Robert Darzac, je vis un visage décomposé, un front en sueur, des yeux d'effroi. Monsieur, me dit-il, je vais vous demander une chose, qui va peut-être vous paraître insensée, mais en échange de quoi je donnerai ma vie. Il ne faut pas parler devant les magistrats de ce que vous avez vu et entendu dans les jardins de l'Élysée. Ni devant les magistrats, ni devant personne au monde. Je vous jure que je suis innocent, et je sais, et je sens que vous me croyez, mais j'aimerais mieux passer pour coupable que de voir les soupçons de la justice s'égarer sur cette phrase. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Il faut que la justice ignore cette phrase. Toute cette affaire vous appartient, monsieur, je vous la donne, mais oubliez la soirée de l'Élysée. Il y aura pour vous 100 autres chemins que celui-là qui vous conduiront à la découverte du criminel. Je vous les ouvrirai, je vous aiderai. Voulez-vous vous installer ici, parler ici en maître, manger, dormir ici, surveiller mes actes et les actes de tous? Vous serez au Glandier comme si vous en étiez le maître, monsieur, mais oubliez la soirée de l'Élysée. Rouletabille, ici, s'arrêta pour souffler un peu. Je comprenais maintenant l'attitude inexplicable de m Robert Darzac vis-à-vis de mon ami, et la facilité avec laquelle celui-ci avait pu s'installer sur les lieux du crime. Tout ce que je venais d'apprendre ne pouvait qu'exciter ma curiosité. Je demandai à Rouletabille de la satisfaire encore. Que s'était-il passé au Glandier depuis 8 jours? Mon ami ne m'avait-il pas dit qu'il y avait maintenant contre m Darzac des signes extérieurs autrement terribles que celui de la canne trouvée par Larsan? Tout semble se tourner contre lui, me répondit mon ami, et la situation devient extrêmement grave. M. Robert Darzac semble ne point s'en préoccuper outre mesure. Il a tort. Mais rien ne l'intéresse que la santé de mlle Stangerson, qui allait s'améliorant tous les jours quand est survenu un événement plus mystérieux encore que le mystère de la chambre jaune. Ça n'est pas possible, m'écriai-je. Et quel événement peut être plus mystérieux que le mystère de la chambre jaune? Revenons d'abord à m Robert Darzac, fit Rouletabille en me calmant. Je vous disais que tout se tourne contre lui. Les pas élégants relevés par Frédéric Larsan paraissent bien être les pas du fiancé de mlle Stangerson. L'empreinte de la bicyclette peut être l'empreinte de sa bicyclette. La chose a été contrôlée. Depuis qu'il avait cette bicyclette, il la laissait toujours au château. Pourquoi l'avoir emportée à Paris justement à ce moment-là? Est-ce qu'il ne devait plus revenir au château? Est-ce que la rupture de son mariage devait entraîner la rupture de ses relations avec les Stangerson? Chacun des intéressés affirme que ces relations devaient continuer. Alors, Frédéric Larsan, lui, croit que tout était rompu. Depuis le jour où Robert Darzac a accompagné mlle Stangerson au grand magasin de la Louve, jusqu'au lendemain du crime, l'ex-fiancé n'est point revenu au Glandier. Se souvenir que mlle Stangerson a perdu son réticule et la clef à tête de cuivre quand elle était en compagnie de m Robert Darzac. Depuis ce jour jusqu'à la soirée de l'Élysée, le professeur en Sorbonne et mlle Stangerson ne se sont point vus. Mais ils se sont peut-être écrits. Mlle Stangerson est allée chercher une lettre poste restante au bureau 40, lettre que Frédéric Larsan croit de Robert Darzac, car Frédéric Larsan, qui ne sait rien naturellement de ce qui s'est passé à l'Élysée, est amené à penser que c'est Robert Darzac lui-même qui a volé le réticule et la clef, dans le dessein de forcer la volonté de mlle Stangerson, en s'appropriant les papiers les plus précieux du père, papiers qu'il aurait restitués sous condition de mariage. Tout cela serait d'une hypothèse bien douteuse et presque absurde, comme me le disait le grand Fred lui-même, s'il n'y avait pas encore autre chose, et autre chose de beaucoup plus grave. D'abord, chose bizarre, et que je ne parviens pas à m'expliquer. Ce serait m Darzac en personne qui, le 24, serait allé demander la lettre au bureau de poste, lettre qui avait été déjà retirée la veille par mlle Stangerson. La description de l'homme qui s'est présenté au guichet répond point par point au signalement de m Robert Darzac.
celui-ci, aux questions qui lui furent posées, à titre de simple renseignement, par le juge d'instruction, nie qu'il soit allé au bureau de poste. Et moi, je crois m robert darzac, car, en admettant même que la lettre ait été écrite par lui, ce que je ne pense pas, il savait que mlle stangerson l'avait retirée, puisqu'il la lui avait vue, cette lettre, entre les mains, dans les jardins de l'Élysée. Ce n'est donc pas lui qui s'est présenté, le lendemain 24, au bureau 40, pour demander une lettre qu'il savait n'être plus là. Pour moi, c'est quelqu'un qui lui ressemblait étrangement, et c'est bien le voleur du réticule qui, dans cette lettre, devait demander quelque chose à la propriétaire du réticule, à mlle stangerson, quelque chose qu'il ne vit pas venir. Il dut en être stupéfait et fut amené à se demander si la lettre qu'il avait expédiée avec cette inscription sur l'enveloppe, MATHSN, avait été retirée. D'où sa démarche au bureau de poste et l'insistance avec laquelle il réclame la lettre. Puis il s'en va, furieux. La lettre a été retirée et pourtant ce qu'il demandait ne lui a pas été accordé. Que demandait-il? Nul ne le sait que mlle stangerson. Toujours est-il que, le lendemain, on apprenait que mlle stangerson avait été quasi assassinée dans la nuit, et que je découvrais, le surlendemain, moi, que le professeur avait été volé du même coup, grâce à cette clef, objet de la lettre poste restante. Ainsi il semble bien que l'homme qui est venu au bureau de poste doive être l'assassin. Et tout ce raisonnement, des plus logiques en somme, sur les raisons de la démarche de l'homme au bureau de poste, Frédéric Larsan se l'est tenu, mais en l'appliquant à Robert Darzac. Vous pensez bien que le juge d'instruction, et que Larsan, et que moi-même nous avons tout fait pour avoir, au bureau de poste, des détails précis sur le singulier personnage du 24 octobre. Mais on n'a pu savoir d'où il venait, ni où il s'en est allé. En dehors de cette description qui le fait ressembler à m robert darzac, rien. J'ai fait annoncer dans les plus grands journaux. Une forte récompense est promise au cocher qui a conduit un client au bureau de poste 40, dans la matinée du 24 octobre, vers les 10 heures, s'adresser à la rédaction de l'Époque et demander m R. Ça n'a rien donné. En somme, cet homme est peut-être venu à pied. Mais puisqu'il était pressé, c'était une chance à courir qu'il fût venu en voiture. Je n'ai pas, dans ma note aux journaux, donné la description de l'homme pour que tous les cochers qui pouvaient avoir, vers cette heure-là, conduit un client au bureau 40, vinssent à moi. Il n'en est pas venu un seul. Et je me suis demandé nuit et jour, quel est donc cet homme qui ressemble aussi étrangement à m robert darzac, et que je retrouve achetant la canne tombée entre les mains de Frédéric Larsan? Le plus grave de tout est que m darzac, qui avait à faire, à la même heure, à l'heure où son sosie se présentait au bureau de poste, un cours à la Sorbonne, ne l'a pas fait. Un de ses amis le remplaçait. Et quand on l'interroge sur l'emploi de son temps, il répond qu'il est allé se promener au bois de Boulogne. Qu'est-ce que vous pensez de ce professeur qui se fait remplacer à son cours pour aller se promener au bois de Boulogne? Enfin, il faut que vous sachiez que, si m robert darzac avoue s'être allé promener au bois de Boulogne dans la matinée du 24, il ne peut plus donner du tout l'emploi de son temps dans la nuit du 24 au 25. Il a répondu fort paisiblement à Frédéric Larsan, qui lui demandait ce renseignement que ce qu'il faisait de son temps, à Paris, ne regardait que lui. Sur quoi Frédéric Larsan a juré tout haut qu'il découvrirait bien, lui, sans l'aide de personne, l'emploi de ce temps. Tout cela semble donner quelque corps aux hypothèses du grand Fred, d'autant plus que le fait de Robert Darzac se trouvant dans la chambre jaune pourrait venir corroborer l'explication du policier sur la façon dont l'assassin se serait enfui. M. Stangerson l'aurait laissé passer pour éviter un effroyable scandale. C'est, du reste, cette hypothèse, que je crois fausse, qui égarera Frédéric Larsan, et ceci ne serait point pour me déplaire s'il n'y avait pas un innocent en cause. Maintenant, cette hypothèse égare-t-elle réellement Frédéric Larsan? Voilà, voilà, voilà. Et Frédéric Larsan a peut-être raison, m'écriai-je, interrompant Rouletabille. Êtes-vous sûr que m darzac soit innocent? Il me semble que voilà bien des fâcheuses coïncidences. Les coïncidences, me répondit mon ami, sont les pires ennemis de la vérité. Qu'en pense aujourd'hui le juge d'instruction? M. de Marquet, le juge d'instruction, hésite à découvrir m robert darzac sans aucune preuve certaine. Non seulement il aurait contre lui toute l'opinion publique, sans compter la Sorbonne, mais encore m stangerson et mlle stangerson. Celle-ci adore m robert darzac.
Si peu qu'elle ait vu l'assassin, on ferait croire difficilement au public qu'elle n'eût point reconnu m robert darzac, si m robert darzac avait été l'agresseur. La chambre jaune était obscure, sans doute, mais une petite veilleuse tout de même l'éclairait, ne l'oubliez pas. Voici, mon ami, où en étaient les choses quand, il y a 3 jours, ou plutôt 3 nuits, survint cet événement inouï dont je vous parlais tout à l'heure. Fin du chapitre 13. Chapitre 14 du mystère de la chambre jaune. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux. Chapitre 14. J'attends l'assassin ce soir. Il faut, me dit Rouletabille, que je vous conduise sur les lieux pour que vous puissiez comprendre, ou plutôt pour que vous soyez persuadé qu'il est impossible de comprendre. Je crois, quant à moi, avoir trouvé ce que tout le monde cherche encore, la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune, sans complicité d'aucune sorte et sans que M. Stangerson y soit pour quelque chose. Tant que je ne serai point sûr de la personnalité de l'assassin, je ne saurais dire quelle est mon hypothèse, mais je crois cette hypothèse juste et, dans tous les cas, elle est tout à fait naturelle, je veux dire tout à fait simple. Quant à ce qui s'est passé il y a 3 nuits, ici, dans le château même, cela m'a semblé pendant 24 heures dépasser toute faculté d'imagination. Et encore l'hypothèse qui, maintenant, s'élève du fond de mon moi est-elle si absurde, celle-là, que je préfère presque les ténèbres de l'inexplicable. Sur quoi, le jeune reporter m'invita à sortir. Il me fit faire le tour du château. Sous nos pieds craquaient les feuilles mortes. C'est le seul bruit que j'entendais. On eût dit que le château était abandonné. Ces vieilles pierres, cette eau stagnante dans les fossés qui entouraient le donjon, cette terre désolée recouverte de la dépouille du dernier été, le squelette noir des arbres, tout concourait à donner à ce triste endroit, hanté par un mystère farouche, l'aspect le plus funèbre. Comme nous contournions le donjon, nous rencontrâmes l'homme vert, le garde, qui ne nous salua point et qui passa près de nous, comme si nous n'existions pas. Il était tel que je l'avais vu pour la première fois, à travers les vitres de l'auberge du père Mathieu. Il avait toujours son fusil en bandoulière, sa pipe à la bouche et son binocle sur le nez. « Drôle d'oiseau !» me dit tout bas Rouletabille. « Lui avez-vous parlé ?» demandai-je. « Oui, mais il n'y a rien à en tirer. Il répond par grognement, hausse les épaules et s'en va. Il habite à l'ordinaire au premier étage du donjon, une vaste pièce qui servait autrefois d'oratoire. Il vit là en ours, ne sort qu'avec son fusil. Il n'est aimable qu'avec les filles. Sous prétexte de courir après les braconniers, il se relève souvent la nuit, mais je le soupçonne d'avoir des rendez-vous galants. La femme de chambre de mlle Stangerson, Sylvie, est sa maîtresse. En ce moment, il est très amoureux de la femme du père Mathieu, l'aubergiste. Mais le père Mathieu surveille de près son épouse, et je crois bien que c'est la presque impossibilité où l'homme vert se trouve d'approcher madame Mathieu qui le rend encore plus sombre et taciturne. C'est un beau gars, bien soigné de sa personne, presque élégant. Les femmes, à 4 lieues à la ronde, en raffolent. Après avoir dépassé le donjon qui se trouve à l'extrémité de l'aile gauche, nous passâmes sur les derrières du château. Rouletabille me dit en me montrant une fenêtre que je reconnus pour être l'une de celles qui donnent sur les appartements de mlle Stangerson. « Si vous étiez passé par ici il y a 2 nuits, à 1 heure du matin, vous auriez vu votre serviteur au haut d'une échelle, s'apprêtant à pénétrer dans le château, par cette fenêtre. » Comme j'exprimais quelque stupéfaction de cette gymnastique nocturne, il me pria de montrer beaucoup d'attention à la disposition extérieure du château, après quoi nous revînmes dans le bâtiment. « Il faut maintenant, dit mon ami, que je vous fasse visiter le premier étage, aile droite. C'est là que j'habite. » Pour bien faire comprendre l'économie des lieux, je mets sous les yeux du lecteur un plan du premier étage de cette aile droite, plan dessiné par Rouletabille au lendemain de l'extraordinaire phénomène que vous allez connaître dans tous ses détails. Rouletabille me fit signe de monter derrière lui l'escalier monumental double qui, à la hauteur du premier étage, formait palier. De ce palier on se rendait directement dans l'aile droite ou dans l'aile gauche du château, par une galerie qui y venait aboutir. La galerie, haute et large, s'étendait sur toute la longueur du bâtiment et prenait jour sur la façade du château exposée au nord. Les chambres dont les fenêtres donnaient sur le midi avaient leurs portes sur cette galerie.
Le professeur Stangerson habitait l'aile gauche du château. Mademoiselle Stangerson avait son appartement dans l'aile droite. Nous entrâmes dans la galerie, aile droite. Un tapis étroit, jeté sur le parquet ciré, qui luisait comme une glace, étouffait le bruit de nos pas. Rouletabille me disait à voix basse de marcher avec précaution parce que nous passions devant la chambre de mademoiselle Stangerson. Il m'expliqua que l'appartement de mademoiselle Stangerson se composait de sa chambre, d'une antichambre, d'une petite salle de bain, d'un boudoir et d'un salon. On pouvait, naturellement, passer de l'une de ces pièces dans l'autre sans qu'il fût nécessaire de passer par la galerie. Le salon et l'antichambre étaient les seules pièces de l'appartement qui eussent une porte sur la galerie. La galerie se continuait, toute droite, jusqu'à l'extrémité est du bâtiment, où elle avait jour sur l'extérieur par une haute fenêtre, fenêtre 2 du plan. Vers les 2/3 de sa longueur, cette galerie se rencontrait à angle droit avec une autre galerie qui tournait avec l'aile droite du château. Pour la clarté de ce récit, nous appellerons la galerie qui va de l'escalier jusqu'à la fenêtre à l'est, la galerie droite, et le bout de galerie qui tourne avec l'aile droite et qui vient aboutir à la galerie droite, à angle droit, la galerie tournante. C'est au carrefour de ces deux galeries que se trouvait la chambre de Rouletabille, touchant à celle de Frédéric Larsan. Les portes de ces deux chambres donnaient sur la galerie tournante, tandis que les portes de l'appartement de mademoiselle Stangerson donnaient sur la galerie droite, voir le plan. Rouletabille poussa la porte de sa chambre, me fit entrer et referma la porte sur nous, poussant le verrou. Je n'avais pas encore eu le temps de jeter un coup d'œil sur son installation qu'il poussait un cri de surprise en me montrant, sur un guéridon, un binocle. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» se demandait-il. « Qu'est-ce que ce binocle est venu faire sur mon guéridon ?» J'aurais été bien en peine de lui répondre. « À moins que, fit-il, à moins que ce binocle ne soit ce que je cherche, et que ce soit un binocle de presbyte ?» Il se jetait littéralement sur le binocle. Ses doigts caressaient la convexité des verres, et alors il me regarda d'une façon effrayante. « Oh! Oh !» Et il répétait « Oh! Oh !» comme si sa pensée l'avait tout à coup rendu fou. Il se leva, me mit la main sur l'épaule, ricana comme un insensé et me dit « Ce binocle me rendra fou, car la chose est possible, voyez-vous, mathématiquement parlant. Mais humainement parlant, elle est impossible. Ou alors... On frappa 2 petits coups à la porte de la chambre. Rouletabille entr'ouvrit la porte. Une figure passa. Je reconnus la concierge que j'avais vue passer devant moi quand on l'avait amenée au pavillon pour l'interrogatoire, et j'en fus étonné, car je croyais toujours cette femme sous les verrous. Cette femme dit à voix très basse « Dans la rainure du parquet. » Rouletabille répondit « Merci », et la figure s'en alla. Il se retourna vers moi après avoir soigneusement refermé la porte, et il prononça des mots incompréhensibles avec un air hagard. Puisque la chose est mathématiquement possible, pourquoi ne la serait-elle pas humainement? Mais si la chose est humainement possible, l'affaire est formidable. J'interrompis Rouletabille dans son soliloque. « Les concierges sont donc en liberté, maintenant ?» demandai-je. « Oui, me répondit Rouletabille, je les ai fait remettre en liberté. J'ai besoin de gens sûrs. La femme m'est tout à fait dévouée, et le concierge se ferait tuer pour moi. Et puisque le binocle a des verres pour presbyte, je vais certainement avoir besoin de gens dévoués qui se feraient tuer pour moi. »« Oh oh !» fis-je, « vous ne sauriez pas, mon ami. Et quand faudra-t-il se faire tuer ?»« Mais ce soir, car il faut que je vous dise, mon cher, j'attends l'assassin ce soir. »« Oh 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 ! Vous attendez l'assassin ce soir ? Vraiment, vraiment, vous attendez l'assassin ce soir. Mais vous connaissez donc l'assassin ? Oh 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 ! Maintenant il se peut que je le connaisse. Je serais un fou d'affirmer catégoriquement que je le connais, car l'idée mathématique que j'ai de l'assassin donne des résultats si effrayants, si monstrueux, que j'espère qu'il est encore possible que je me trompe. Oh, je l'espère de toutes mes forces. Comment, puisque vous ne connaissiez pas, il y a 5 minutes, l'assassin, pouvez-vous dire que vous attendez l'assassin ce soir ? Parce que je sais qu'il doit venir. Rouletabille bourra une pipe, lentement, et l'alluma. Ceci me présageait un récit des plus captivants.
À ce moment, quelqu'un marcha dans le couloir, passant devant notre porte. Rouletabille écouta. Les pas s'éloignèrent. Est-ce que Frédéric Larsan est dans sa chambre? Fis-je, en montrant la cloison. Non, me répondit mon ami. Il n'est pas là. Il a dû partir ce matin pour Paris. Il est toujours sur la piste de Darzac. Monsieur Darzac est parti lui aussi ce matin pour Paris. Tout cela se terminera très mal. Je prévois l'arrestation de monsieur Darzac avant 8 jours. Le pire est que tout semble se liguer contre le malheureux. Les événements, les choses, les gens. Il n'est pas une heure qui s'écoule qui n'apporte contre monsieur Darzac une accusation nouvelle. Le juge d'instruction en est accablé et aveuglé. Du reste, je comprends que l'on soit aveuglé. On le serait à moins. Frédéric Larsan n'est pourtant pas un novice. J'ai cru, fit Rouletabille avec une moue légèrement méprisante, que Fred était beaucoup plus fort que cela. Évidemment, ce n'est pas le premier venu. J'ai même eu beaucoup d'admiration pour lui quand je ne connaissais pas sa méthode de travail. Elle est déplorable. Il doit sa réputation uniquement à son habileté. Mais il manque de philosophie. La mathématique de ses conceptions est bien pauvre. Je regardai Rouletabille et ne pus m'empêcher de sourire en entendant ce gamin de 18 ans traiter d'enfant un garçon d'une 50aine d'années qui avait fait ses preuves comme le plus fin limier de la police d'Europe. Vous souriez? Me fit Rouletabille. Vous avez tort. Je vous jure que je le roulerai. Et d'une façon retentissante. Mais il faut que je me presse, car il a une avance colossale sur moi. Avance que lui a donnée M. Robert Darzac, et que M. Robert Darzac va augmenter encore ce soir. Songez donc, chaque fois que l'assassin vient au château, M. Robert Darzac, par une fatalité étrange, s'absente et se refuse à donner l'emploi de son temps. Chaque fois que l'assassin vient au château, m'écriai-je. Il y est donc revenu? Oui, pendant cette fameuse nuit où s'est produit le phénomène. J'allais donc connaître ce fameux phénomène auquel Rouletabille faisait allusion depuis une demi-heure sans me l'expliquer. Mais j'avais appris à ne jamais presser Rouletabille dans ses narrations. Il parlait quand la fantaisie lui en prenait, ou quand il le jugeait utile, et se préoccupait beaucoup moins de ma curiosité que de faire un résumé complet pour lui-même d'un événement capital qui l'intéressait. Enfin, par petites phrases rapides, il m'apprit des choses qui me plongèrent dans un état voisin de l'abrutissement, car, en vérité, les phénomènes de cette science encore inconnue qu'est l'hypnotisme, par exemple, ne sont point plus inexplicables que cette disparition de la matière de l'assassin au moment où ils étaient 4 à le toucher. Je parle de l'hypnotisme comme je parlerais de l'électricité, dont nous ignorons la nature et dont nous connaissons si peu les lois, parce que, dans le moment, l'affaire me parut ne pouvoir s'expliquer que par de l'inexplicable, c'est-à-dire par un événement en dehors des lois naturelles connues. Et cependant, si j'avais eu la cervelle de Rouletabille, j'aurais eu, comme lui, le pressentiment de l'explication naturelle. Car le plus curieux, dans tous les mystères du glandier, a bien été la façon naturelle dont Rouletabille les expliqua. Mais qui donc eût pu et pourrait encore se vanter d'avoir la cervelle de Rouletabille? Les bosses originales et inharmoniques de son front, je ne les ai jamais rencontrées sur aucun autre front, si ce n'est, mais bien moins apparentes, sur le front de Frédéric Larsan, et encore fallait-il bien regarder le front du célèbre policier pour en deviner le dessin, tandis que les bosses de Rouletabille sautaient, si j'ose me servir de cette expression un peu forte, sautaient aux yeux. J'ai, parmi les papiers qui me furent remis par le jeune homme après l'affaire, un carnet où j'ai trouvé un compte-rendu complet du phénomène de la disparition de la matière de l'assassin et des réflexions qu'il inspira à mon ami. Il est préférable, je crois, de vous soumettre ce compte-rendu que de continuer à reproduire ma conversation avec Rouletabille, car j'aurais peur, dans une pareille histoire, d'ajouter un mot qui ne fût point l'expression de la plus stricte vérité. Fin du chapitre 14. Chapitre 15 du mystère de la chambre jaune. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le mystère de la chambre jaune, par Gaston Leroux, chapitre 15. Traquenard. Extrait du carnet de Joseph Rouletabille. La nuit dernière, nuit du 29 au 30 octobre, écrit Joseph Rouletabille, je me réveille vers 1 heure du matin. Insomnie ou bruit du dehors. Le cri de la bête du bon Dieu retentit avec une résonance sinistre au fond du parc.
Je me lève, j'ouvre ma fenêtre. Vent froid et pluie, ténèbres opaques, silence. Je referme ma fenêtre. La nuit est encore déchirée par la bizarre clameur. Je passe rapidement un pantalon, un veston. Il fait un temps à ne pas mettre un chat dehors. Qui donc, cette nuit, imite, si près du château, le miaulement du chat de la mère à genoux? Je prends un gros gourdin, la seule arme dont je dispose, et, sans faire aucun bruit, j'ouvre ma porte. Me voici dans la galerie. Une lampe à réflecteur l'éclaire parfaitement. La flamme de cette lampe vacille comme sous l'action d'un courant d'air. Je sens le courant d'air, je me retourne. Derrière moi, une fenêtre est ouverte, celle qui se trouve à l'extrémité de ce bout de galerie, sur laquelle donnent nos chambres, à Frédéric Larsan et à moi, galerie que j'appellerai galerie tournante pour la distinguer de la galerie droite, sur laquelle donne l'appartement de mademoiselle Stangerson. Ces deux galeries se croisent à angle droit. Qui donc a laissé cette fenêtre ouverte ou qui vient de l'ouvrir? Je vais à la fenêtre, je me penche au dehors. À 1 mètre environ sous cette fenêtre, il y a une terrasse qui sert de toit à une petite pièce en encorbellement qui se trouve au rez-de-chaussée. On peut, au besoin, sauter de la fenêtre sur la terrasse, et de là, se laisser glisser dans la cour d'honneur du château. Celui qui aurait suivi ce chemin ne devait évidemment pas avoir sur lui la clef de la porte du vestibule. Mais pourquoi m'imaginer cette scène de gymnastique nocturne? À cause d'une fenêtre ouverte? Il n'y a peut-être là que la négligence d'un domestique. Je referme la fenêtre en souriant de la facilité avec laquelle je bâtis des drames avec une fenêtre ouverte. Nouveau cri de la bête du bon Dieu dans la nuit. Et puis, le silence. La pluie a cessé de frapper les vitres. Tout dort dans le château. Je marche avec des précautions infinies sur le tapis de la galerie. Arrivé au coin de la galerie droite, j'avance la tête et y jette un prudent regard. Dans cette galerie, une autre lampe à réflecteur donne une lumière éclairant parfaitement les quelques objets qui s'y trouvent, 3 fauteuils et quelques tableaux pendus au mur. Qu'est-ce que je fais là? Jamais le château n'a été aussi calme. Tout y repose. Quel est cet instinct qui me pousse vers la chambre de mademoiselle Stangerson? Qu'est-ce qui me conduit vers la chambre de mademoiselle Stangerson? Pourquoi cette voix qui crie au fond de mon être: Va jusqu'à la chambre de mademoiselle Stangerson? Je baisse les yeux sur le tapis que je foule, et je vois que mes pas, vers la chambre de mademoiselle Stangerson, sont conduits par des pas qui y sont déjà allés. Oui, sur ce tapis, des traces de pas ont apporté la boue du dehors, et je suis ces pas qui me conduisent à la chambre de mademoiselle Stangerson. Horreur! Horreur! Ce sont les pas élégants que je reconnais, les pas de l'assassin. Il est venu du dehors par cette nuit abominable. Si l'on peut descendre de la galerie par la fenêtre, grâce à la terrasse, on peut aussi y entrer. L'assassin est là, dans le château, car les pas ne sont pas revenus. Il s'est introduit dans le château par cette fenêtre ouverte à l'extrémité de la galerie tournante. Il est passé devant la chambre de Frédéric Larsan, devant la mienne, a tourné à droite, dans la galerie droite, et est entré dans la chambre de mademoiselle Stangerson. Je suis devant la porte de l'appartement de mademoiselle Stangerson, devant la porte de l'antichambre. Elle est entr'ouverte, je la pousse sans faire entendre le moindre bruit. Je me trouve dans l'antichambre, et là, sous la porte de la chambre même, je vois une barre de lumière. J'écoute. Rien. Aucun bruit, pas même celui d'une respiration. Ah! Savoir ce qui se passe dans le silence qui est derrière cette porte. Mes yeux sur la serrure m'apprennent que cette serrure est fermée à clef, et la clef étant dedans. Et dire que l'assassin est peut-être là, qu'il doit être là. S'échappera-t-il encore, cette fois? Tout dépend de moi. Du sang-froid et, surtout, pas une fausse manœuvre. Il faut voir dans cette chambre. Y entrerai-je par le salon de mademoiselle Stangerson? Il me faudrait ensuite traverser le boudoir, et l'assassin se sauverait alors par la porte de la galerie, la porte devant laquelle je suis en ce moment. Pour moi, ce soir, il n'y a pas encore eu crime, car rien n'expliquerait le silence du boudoir. Dans le boudoir, 2 gardes-malades sont installés pour passer la nuit, jusqu'à la complète guérison de mademoiselle Stangerson. Puisque je suis à peu près sûr que l'assassin est là, pourquoi ne pas donner l'éveil tout de suite? L'assassin se sauvera peut-être, mais peut-être aurais-je sauvé mademoiselle Stangerson? Et si, par hasard,
l'assassin, ce soir, n'était pas un assassin. La porte a été ouverte pour lui livrer passage. Par qui? Et a été refermée. Par qui? Il est entré, cette nuit, dans cette chambre dont la porte était certainement fermée à clef à l'intérieur, car mademoiselle Stangerson, tous les soirs, s'enferme avec ses gardes dans son appartement. Qui a tourné cette clef de la chambre pour laisser entrer l'assassin? Les gardes? Deux domestiques fidèles, la vieille femme de chambre et sa fille Sylvie? C'est bien improbable. Du reste, elle couche dans le boudoir, et mademoiselle Stangerson, très inquiète, très prudente, m'a dit Robert Darzac, veille elle-même à sa sûreté depuis qu'elle est assez bien portante pour faire quelques pas dans son appartement, dont je ne l'ai pas encore vue sortir. Cette inquiétude et cette prudence soudaine chez mademoiselle Stangerson, qui avait frappé M. Darzac, m'avaient également laissé à réfléchir. Lors du crime de la chambre jaune, il ne fait point de doute que la malheureuse attendait l'assassin. L'attendait-elle encore ce soir? Mais qui donc a tourné cette clef pour ouvrir à l'assassin qui est là? Si c'était mademoiselle Stangerson elle-même. Car enfin elle peut redouter, elle doit redouter la venue de l'assassin, et avoir des raisons pour lui ouvrir la porte, pour être forcée de lui ouvrir la porte. Quel terrible rendez-vous est donc celui-ci? Rendez-vous de crime? À coup sûr, pas rendez-vous d'amour, car mademoiselle Stangerson adore M. Darzac. Je le sais. Toutes ces réflexions traversent mon cerveau comme un éclair qui n'illuminerait que des ténèbres. Ah, savoir. S'il y a tant de silence derrière cette porte, c'est sans doute qu'on y a besoin de silence. Mon intervention peut être la cause de plus de mal que de bien. Est-ce que je sais? Qui me dit que mon intervention ne déterminerait pas, dans la minute, un crime? Ah, voir et savoir, sans troubler le silence. Je sors de l'antichambre. Je vais à l'escalier central, je le descends. Me voici dans le vestibule. Je cours le plus silencieusement possible vers la petite chambre au rez-de-chaussée, où couche, depuis l'attentat du pavillon, le père Jacques. Je le trouve habillé, les yeux grands ouverts, presque hagards. Il ne semble point étonné de me voir. Il me dit qu'il s'est levé parce qu'il a entendu le cri de la bête du bon Dieu, et qu'il a entendu des pas dans le parc, des pas qui glissaient devant sa fenêtre. Alors il a regardé à la fenêtre, et il a vu passer, tout à l'heure, un fantôme noir. Je lui demande s'il a une arme. Non, il n'a plus d'arme depuis que le juge d'instruction lui a pris son revolver. Je l'entraîne. Nous sortons dans le parc par une petite porte de derrière. Nous glissons le long du château jusqu'au point qui est juste au-dessous de la chambre de mademoiselle Stangerson. Là, je colle le père Jacques contre le mur, lui défends de bouger, et moi, profitant d'un nuage qui recouvre en ce moment la lune, je m'avance en face de la fenêtre, mais en dehors du carré de lumière qui en vient, car la fenêtre est entr'ouverte. Par précaution? Pour pouvoir sortir plus vite par la fenêtre, si quelqu'un venait à entrer par une porte? Oh oh oh, celui qui sautera par cette fenêtre aurait bien des chances de se rompre le cou. Qui me dit que l'assassin n'a pas une corde? Il a dû tout prévoir. Ah, savoir ce qui se passe dans cette chambre, connaître le silence de cette chambre. Je retourne au père Jacques et je prononce un mot, à son oreille. Échelle. Dès l'abord, j'ai bien pensé à l'arbre qui, 8 jours auparavant, m'a déjà servi d'observatoire, mais j'ai aussitôt constaté que la fenêtre est entr'ouverte de telle sorte que je ne puis rien voir, cette fois-ci, en montant dans l'arbre, de ce qui se passe dans la chambre. Et puis non seulement je veux voir, mais pouvoir entendre et agir. Le père Jacques, très agité, presque tremblant, disparaît un instant et revient, sans échelle, me faisant de loin de grands signes avec ses bras pour que je le rejoigne au plus tôt. Quand je suis près de lui, « Venez !» me souffle-t-il. Il me fait faire le tour du château par le donjon. Arrivé là, il me dit « J'étais allé chercher mon échelle dans la salle basse du donjon, qui nous sert de débarras au jardinier et à moi. La porte du donjon était ouverte et l'échelle n'y était plus. En sortant, sous le clair de lune, voilà où je l'ai aperçue. » Et il me montrait, à l'autre extrémité du château, une échelle appuyée contre les corbeaux qui soutenaient la terrasse, au-dessous de la fenêtre que j'avais trouvée ouverte. La terrasse m'avait empêché de voir l'échelle. Grâce à cette échelle, il était extrêmement facile de pénétrer dans la galerie tournante du premier étage, et je ne doutais plus que ce fût là le chemin pris par l'inconnu. Nous courons à l'échelle.
mais au moment de nous en emparer, le père Jacques me montre la porte entr'ouverte de la petite pièce du rez-de-chaussée qui est placée en encorbellement à l'extrémité de cette aile droite du château, et qui a pour plafond cette terrasse dont j'ai parlé. Le père Jacques pousse un peu la porte, regarde à l'intérieur, et me dit, dans un souffle: « Il n'est pas là. » « Qui ?»« Le garde. » La bouche encore une fois à mon oreille. « Vous savez bien que le garde couche dans cette pièce, depuis qu'on fait des réparations au donjon. » Et, du même geste significatif, il me montre la porte entr'ouverte, l'échelle, la terrasse et la fenêtre, que j'ai tout à l'heure refermée, de la galerie tournante. Quelles furent mes pensées alors? Avais-je le temps d'avoir des pensées? Je sentais plus que je ne pensais. Évidemment, sentais-je, si le garde est là-haut dans la chambre, je dis si, car je n'ai en ce moment, en dehors de cette échelle et de cette chambre du garde déserte, aucun indice qui me permette même de soupçonner le garde. S'il y est, il a été obligé de passer par cette échelle et par cette fenêtre, car les pièces qui se trouvent derrière sa nouvelle chambre, étant occupées par le ménage du maître d'hôtel et de la cuisinière, et par les cuisines, lui ferment le chemin du vestibule et de l'escalier, à l'intérieur du château. Si c'est le garde qui a passé par là, il lui aura été facile, sous quelque prétexte, hier soir, d'aller dans la galerie et de veiller à ce que cette fenêtre soit simplement poussée à l'intérieur, les panneaux joints, de telle sorte qu'il n'ait plus, de l'extérieur, qu'à appuyer dessus pour que la fenêtre s'ouvre et qu'il puisse sauter dans la galerie. Cette nécessité de la fenêtre non fermée à l'intérieur restreint singulièrement le champ des recherches sur la personnalité de l'assassin. Il faut que l'assassin soit de la maison, à moins qu'il n'ait un complice, auquel je ne crois pas. À moins que Mlle Stangerson elle-même ait veillé à ce que cette fenêtre ne soit point fermée de l'intérieur. Mais quel serait donc ce secret effroyable qui ferait que Mlle Stangerson serait dans la nécessité de supprimer les obstacles qui la séparent de son assassin? J'empoigne l'échelle, et nous voici repartis sur les derrières du château. La fenêtre de la chambre est toujours entr'ouverte. Les rideaux sont tirés, mais ne se rejoignent point. Ils laissent passer un grand rai de lumière qui vient s'allonger sur la pelouse à mes pieds. Sous la fenêtre de la chambre, j'applique mon échelle. Je suis à peu près sûr de n'avoir fait aucun bruit. Et, pendant que le père Jacques reste au pied de l'échelle, je gravis l'échelle, moi, tout doucement, avec mon gourdin. Je retiens ma respiration. Je lève et pose les pieds avec des précautions infinies. Soudain, un gros nuage et une nouvelle averse. Chance! Mais, tout à coup, le cri sinistre de la bête du bon Dieu m'arrête au milieu de mon ascension. Il me semble que ce cri vient d'être poussé derrière moi, à quelques mètres. Si ce cri était un signal, si quelque complice de l'homme m'avait vu, sur mon échelle, ce cri appelle peut-être l'homme à la fenêtre. Peut-être. Malheur, l'homme est à la fenêtre. Je sens sa tête au-dessus de moi. J'entends son souffle. Et moi, je ne puis le regarder. Le plus petit mouvement de ma tête, et je suis perdu. Va-t-il me voir? Va-t-il, dans la nuit, baisser la tête? Non. Il s'en va. Il n'a rien vu. Je le sens, plus que je ne l'entends, marcher, à pas de loup, dans la chambre. Et je gravis encore quelques échelons. Ma tête est à la hauteur de la pierre d'appui de la fenêtre. Mon front dépasse cette pierre. Mes yeux, entre les rideaux, voient. L'homme est là, assis au petit bureau de Mlle Stangerson, et il écrit. Il me tourne le dos. Il a une bougie devant lui, mais, comme il est penché sur la flamme de cette bougie, la lumière projette des ombres qui me le déforment. Je ne vois qu'un dos monstrueux, courbé. Chose stupéfiante, Mlle Stangerson n'est pas là. Son lit n'est pas défait. Où donc couche-t-elle cette nuit? Sans doute dans la chambre à côté, avec ses femmes. Hypothèse. Joie de trouver l'homme seul. Tranquillité d'esprit pour préparer le traquenard. Mais qui est donc cet homme qui écrit là, sous mes yeux, installé à ce bureau comme s'il était chez lui? S'il n'y avait point les pas de l'assassin sur le tapis de la galerie, s'il n'y avait pas eu la fenêtre ouverte, s'il n'y avait pas eu, sous cette fenêtre, l'échelle,
je pourrais être amené à penser que cet homme a le droit d'être là, et qu'il s'y trouve normalement à la suite de causes normales que je ne connais pas encore. Mais il ne fait point de doute que cet inconnu mystérieux est l'homme de la chambre jaune, celui dont mlle Stangerson est obligée, sans le dénoncer, de subir les coups assassins. Ah, voir sa figure, le surprendre, le prendre! Si je saute dans la chambre en ce moment, il s'enfuit ou par l'antichambre ou par la porte à droite qui donne sur le boudoir. Par là, traversant le salon, il arrive à la galerie et je le perds. Or, je le tiens. Encore 5 minutes et je le tiens mieux que si je l'avais dans une cage. Qu'est-ce qu'il fait là, solitaire, dans la chambre de mlle Stangerson? Qu'écrit-il? À qui écrit-il? Descente. L'échelle par terre. Le père Jacques me suit. Rentrons au château. J'envoie le père Jacques éveiller m Stangerson. Il doit m'attendre chez m Stangerson et ne lui rien dire de précis avant mon arrivée. Moi, je vais aller éveiller Frédéric Larsan. Gros ennui pour moi. J'aurais voulu travailler seul et avoir toute l'aubaine de l'affaire, au nez de Larsan endormi. Mais le père Jacques et m Stangerson sont des vieillards, et moi, je ne suis peut-être pas assez développé. Je manquerai peut-être de force. Larsan, lui, a l'habitude de l'homme que l'on terrasse, que l'on jette par terre, que l'on relève, menottes au poignet. Larsan m'ouvre, ahuri, les yeux gonflés de sommeil, prêt à m'envoyer promener, ne croyant nullement à mes imaginations de petit reporter. Il faut que je lui affirme que l'homme est là. C'est bizarre, dit-il. Je croyais l'avoir quitté cet après-midi, à Paris. Il se vêt hâtivement et s'arme d'un revolver. Nous nous glissons dans la galerie. Larsan me demande: où est-il? Dans la chambre de mlle Stangerson. Et mlle Stangerson? Elle n'est pas dans sa chambre. Allons-y. N'y allez pas. L'homme, à la première alerte, se sauvera. Il a 3 chemins pour cela. La porte, la fenêtre, le boudoir où se trouvent les femmes. Je tirerai dessus. Et si vous le manquez, si vous ne faites que le blesser, il s'échappera encore, sans compter que lui aussi est certainement armé. Non, laissez-moi diriger l'expérience et je réponds de tout. Comme vous voudrez, me dit-il avec assez de bonne grâce. Alors, après m'être assuré que toutes les fenêtres des 2 galeries sont hermétiquement closes, je place Frédéric Larsan à l'extrémité de la galerie tournante, devant cette fenêtre que j'ai trouvée ouverte et que j'ai refermée. Je dis à Fred: pour rien au monde, vous ne devez quitter ce poste jusqu'au moment où je vous appellerai. Il y a 100 chances sur 100 pour que l'homme revienne à cette fenêtre et essaye de se sauver par là, quand il sera poursuivi, car c'est par là qu'il est venu et par là qu'il a préparé sa fuite. Vous avez un poste dangereux. Quel sera le vôtre? demanda Fred. Moi, je sauterai dans la chambre et je vous rapaterai l'homme. Prenez mon revolver, dit Fred. Je prendrai votre bâton. Merci, fis-je. Vous êtes un brave homme. Et j'ai pris le revolver de Fred. J'allais être seul avec l'homme, là-bas, qui écrivait dans la chambre, et vraiment ce revolver me faisait plaisir. Je quittai donc Fred, l'ayant posté à la fenêtre 5 sur le plan, et je me dirigeai, toujours avec la plus grande précaution, vers l'appartement de m Stangerson, dans l'aile gauche du château. Je trouvai m Stangerson avec le père Jacques, qui avait observé la consigne, se bornant à dire à son maître qu'il lui fallait s'habiller au plus vite. Je mis alors m Stangerson, en quelques mots, au courant de ce qui se passait. Il s'arma lui aussi d'un revolver, me suivit et nous fûmes aussitôt dans la galerie tous 3. Tout ce qui vient de se passer, depuis que j'avais vu l'assassin assis devant le bureau, avait à peine duré 10 minutes. M Stangerson voulait se précipiter immédiatement sur l'assassin et le tuer. C'était bien simple. Je lui fis entendre qu'avant tout il ne fallait pas risquer, en voulant le tuer, de le manquer vivant. Quand je lui eus juré que sa fille n'était pas dans la chambre et qu'elle ne courait aucun danger, il voulut bien calmer son impatience et me laisser la direction de l'événement. Je dis encore au père Jacques et à m Stangerson qu'ils ne devaient venir à moi que lorsque je les appellerais ou lorsque je tirerais un coup de revolver, et j'envoyai le père Jacques se placer devant la fenêtre située à l'extrémité de la galerie droite. La fenêtre est marquée du chiffre 2 sur mon plan. J'avais choisi ce poste pour le père Jacques parce que j'imaginais que l'assassin, traqué à sa sortie de la chambre,
se sauvant à travers la galerie pour rejoindre la fenêtre qu'il avait laissée ouverte, et voyant, tout à coup, en arrivant au carrefour des galeries, devant cette dernière fenêtre, Larsan gardant la galerie tournante, continuerait son chemin dans la galerie droite. Là, il rencontrerait le père Jacques, qui l'empêcherait de sauter dans le parc par la fenêtre qui ouvrait à l'extrémité de la galerie droite. C'est ainsi, certainement, qu'en une telle occurrence devait agir l'assassin s'il connaissait les lieux, et cette hypothèse ne faisait point de doute pour moi. Sous cette fenêtre, en effet, se trouvait extérieurement une sorte de contrefort. Toutes les autres fenêtres des galeries donnaient à une telle hauteur sur des fossés qu'il était à peu près impossible de sauter par là sans se rompre le cou. Portes et fenêtres étaient bien et solidement fermées, y compris la porte de la chambre de débarras, à l'extrémité de la galerie droite. Je m'en étais rapidement assuré. Donc, après avoir indiqué, comme je l'ai dit, son poste au père Jacques, et l'y avoir vu, je plaçai M. Stangerson devant le palier de l'escalier, non loin de la porte de l'antichambre de sa fille. Tout faisait prévoir que, dès lors que je traquais l'assassin dans la chambre, celui-ci se sauverait par l'antichambre plutôt que par le boudoir, où se trouvaient les femmes, et dont la porte avait dû être fermée par mlle Stangerson elle-même, si, comme je le pensais, elle s'était réfugiée dans ce boudoir pour ne pas voir l'assassin qui allait venir chez elle. Quoi qu'il en fût, il retombait toujours dans la galerie, où mon monde l'attendait à toutes les issues possibles. Arrivé là, il voit à sa gauche, presque sur lui, M. Stangerson. Il se sauve alors à droite, vers la galerie tournante, ce qui est le chemin, du reste, de sa fuite préparée. À l'intersection des deux galeries, il aperçoit à la fois, comme je l'explique plus haut, à sa gauche Frédéric Larsan au bout de la galerie tournante, et en face le père Jacques, au bout de la galerie droite. M. Stangerson et moi, nous arrivons par derrière, il est à nous, il ne peut plus nous échapper. Ce plan me paraissait le plus sage, le plus sûr et le plus simple. Si nous avions pu directement placer quelqu'un de nous derrière la porte du boudoir de mlle Stangerson, qui ouvrait sur la chambre à coucher, peut-être eût-il paru plus simple à certains qui ne réfléchissent pas d'assiéger directement les deux portes de la pièce où se trouvait l'homme, celle du boudoir et celle de l'antichambre. Mais nous ne pouvions pénétrer dans le boudoir que par le salon, dont la porte avait été fermée à l'intérieur par les soins inquiets de mlle Stangerson. Et ainsi, ce plan, qui serait venu à l'intellect d'un sergent de ville quelconque, se trouvait impraticable. Mais moi, qui suis obligé de réfléchir, je dirais que, même si j'avais eu la libre disposition du boudoir, j'aurais maintenu mon plan tel que je viens de l'exposer. Car tout autre plan d'attaque direct par chacune des portes de la chambre nous séparait les uns des autres au moment de la lutte avec l'homme, tandis que mon plan réunissait tout le monde pour l'attaque, à un endroit que j'avais déterminé avec une précision quasi mathématique. Cet endroit était l'intersection des deux galeries. Ayant ainsi placé mon monde, je ressortis du château, courus à mon échelle, la réappliquai contre le mur, et, le revolver au poing, je grimpai. Que si quelques-uns sourient de tant de précautions préalables, je les renverrais au mystère de la chambre jaune et à toutes les preuves que nous avions de la fantastique astuce de l'assassin. Et aussi, que si quelques-uns trouvent bien méticuleuses toutes mes observations dans un moment où l'on doit être entièrement pris par la rapidité du mouvement, de la décision et de l'action, je leur répliquerai que j'ai voulu longuement et complètement rapporter ici toutes les dispositions d'un plan d'attaque, conçu et exécuté aussi rapidement qu'il est lent à se dérouler sous ma plume. J'ai voulu cette lenteur et cette précision pour être certain de ne rien omettre des conditions dans lesquelles se produisit l'étrange phénomène qui, jusqu'à nouvel ordre et naturelle explication, me semble devoir prouver mieux que toutes les théories du professeur Stangerson la dissociation de la matière, je dirais même la dissociation instantanée de la matière. Fin du chapitre 15. Chapitre 16 du mystère de la chambre jaune. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le mystère de la chambre jaune, par Gaston Leroux. Chapitre 16. Étrange phénomène de dissociation de la matière. Extrait du carnet de Joseph Rouletabille. Suite. Me voici de nouveau à la pierre de la fenêtre, continue Rouletabille, et de nouveau ma tête dépasse cette pierre.
Entre les rideaux dont la disposition n'a pas bougé, je m'apprête à regarder, anxieux de savoir dans quelle attitude je vais trouver l'assassin. S'il pouvait me tourner le dos, s'il pouvait être encore à cette table, en train d'écrire. Mais peut-être n'est-il plus là. Et comment se serait-il enfui? Est-ce que je n'ai pas son échelle? Je fais appel à tout mon sang-froid. J'avance encore la tête. Je regarde. Il est là. Je revois son dos monstrueux, déformé par les ombres projetées par la bougie. Seulement, il n'écrit plus, et la bougie n'est plus sur le petit bureau. La bougie est sur le parquet devant l'homme courbé au-dessus d'elle. Position bizarre, mais qui me sert. Je retrouve ma respiration. Je monte encore. Je suis aux derniers échelons. Ma main gauche saisit l'appui de la fenêtre. Au moment de réussir, je sens mon cœur battre à coups précipités. Je mets mon revolver entre mes dents. Ma main droite maintenant tient aussi l'appui de la fenêtre. Un mouvement nécessairement un peu brusque, un rétablissement sur les poignets, et je vais être sur la fenêtre. Pourvu que l'échelle... C'est ce qui arrive. Je suis dans la nécessité de prendre un point d'appui un peu fort sur l'échelle, et mon pied n'a point plus tôt quitté celle-ci que je sens qu'elle bascule. Elle racle le mur et s'abat. Mais déjà mes genoux touchent la pierre. Avec une rapidité que je crois sans égale, je me dresse debout sur la pierre. Mais plus rapide que moi a été l'assassin. Il a entendu le raclement de l'échelle contre le mur, et j'ai vu tout à coup le dos monstrueux se soulever, l'homme se dresser, se retourner. J'ai vu sa tête. Ai-je bien vu sa tête? La bougie était sur le parquet et n'éclairait suffisamment que ses jambes. À partir de la hauteur de la table, il n'y avait guère dans la chambre que des ombres, que de la nuit. J'ai vu une tête chevelue, barbue, des yeux de fou, une face pâle qu'encadraient deux larges favoris. La couleur, autant que je pouvais dans cette seconde obscure distinguer, la couleur en était rousse à ce qu'il m'est apparu, à ce que j'ai pensé. Je ne connaissais point cette figure. Ce fut, en somme, la sensation principale que je reçus de cette image entrevue dans des ténèbres vacillantes. Je ne connaissais pas cette figure, ou, tout au moins, je ne la reconnaissais pas. Ah! Maintenant il fallait faire vite, il fallait être le vent, la tempête, la foudre. Mais hélas, hélas! Il y avait des mouvements nécessaires. Pendant que je faisais les mouvements nécessaires de rétablissement sur les poignets, du genou sur la pierre, de mes pieds sur la pierre, l'homme qui m'avait aperçu à la fenêtre avait bondi, s'était précipité comme je l'avais prévu, sur la porte de l'antichambre, avait eu le temps de l'ouvrir et fuyait. Mais déjà j'étais derrière lui, revolver au poing. Je hurlai « À moi !» Comme une flèche j'avais traversé la chambre, et cependant j'avais pu voir qu'il y avait une lettre sur la table. Je rattrapai presque l'homme dans l'antichambre, car le temps qu'il lui avait fallu pour ouvrir la porte lui avait au moins pris 1 seconde. Je le touchai presque. Il me colla sur le nez la porte qui donne de l'antichambre sur la galerie. Mais j'avais des ailes, je fus dans la galerie à 3 mètres de lui. M. Stangerson et moi le poursuivîmes à la même hauteur. L'homme avait pris, toujours comme je l'avais prévu, la galerie à sa droite, c'est-à-dire le chemin préparé de sa fuite. « À moi, Jacques! À moi, Larsan !» m'écriai-je. Il ne pouvait plus nous échapper. Je poussai une clameur de joie, de victoire sauvage. L'homme parvint à l'intersection des 2 galeries à peine 2 secondes avant nous, et la rencontre que j'avais décidée, le choc fatal qui devait inévitablement se produire, eut lieu. Nous nous heurtâmes tous à ce carrefour. M. Stangerson et moi venant d'un bout de la galerie droite, le père Jacques venant de l'autre bout de cette même galerie, et Frédéric Larsan venant de la galerie tournante. Nous nous heurtâmes jusqu'à tomber. Mais l'homme n'était pas là. Nous nous regardions avec des yeux stupides, des yeux d'épouvante, devant cet irréel. L'homme n'était pas là. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Tout notre être demandait: où est-il? Il est impossible qu'il se soit enfui! M'écriai-je dans une colère plus grande que mon épouvante. Je le touchais, s'exclama Frédéric Larsan. Il était là, j'ai senti son souffle dans la figure, faisait le père Jacques. Nous le touchions, répétâmes-nous, M. Stangerson et moi. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Nous courûmes comme des fous dans les 2 galeries. Nous visitâmes portes et fenêtres. Elles étaient closes, hermétiquement closes. On n'avait pas pu les ouvrir, puisque nous les trouvions fermées. Et puis,
Est-ce que cette ouverture d'une porte ou d'une fenêtre par cet homme ainsi traqué, sans que nous ayons pu apercevoir son geste, n'eût pas été plus inexplicable encore que la disparition de l'homme lui-même? Où est-il? Où est-il? Il n'a pu passer par une porte, ni par une fenêtre, ni par rien. Il n'a pu passer à travers nos corps. J'avoue que, dans le moment, je fus anéanti. Car, enfin, il faisait clair dans la galerie. Et dans cette galerie, il n'y avait ni trappe, ni porte secrète dans les murs, ni rien où l'on pût se cacher. Nous remuâmes les fauteuils et soulevâmes les tableaux. Rien. Rien. Nous aurions regardé dans une potiche, s'il y avait eu une potiche. Fin du chapitre 16. Chapitre 17 du mystère de la chambre jaune. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le mystère de la chambre jaune, par Gaston Leroux. Chapitre 17. La galerie inexplicable. Mademoiselle Mathilde Stangerson apparut sur le seuil de son antichambre, continue toujours le carnet de Rouletabille. Nous étions presque à sa porte, dans cette galerie où venait de se passer l'incroyable phénomène. Il y a des moments où l'on sent sa cervelle fuir de toutes parts. Une balle dans la tête, un crâne qui éclate, le siège de la logique assassinée, la raison en morceaux. Tout cela était sans doute comparable à la sensation qui m'épuisait, qui me vidait, du déséquilibre de tout, de la fin de mon moi pensant, pensant avec ma pensée d'homme. La ruine morale d'un édifice rationnel, doublée de la ruine réelle de la vision physiologique, alors que les yeux voient toujours clair, quel coup affreux sur le crâne! Heureusement, mademoiselle Mathilde Stangerson apparut sur le seuil de son antichambre. Je la vis, et ce fut une diversion à ma pensée en chaos. Je la respirais. Je respirais son parfum de la dame en noir. Chère dame en noir, que je ne reverrai jamais plus. Mon Dieu, 10 ans de ma vie, la moitié de ma vie pour revoir la dame en noir. Mais hélas, je ne rencontre plus, de temps en temps, et encore, que le parfum, à peu près le parfum dont je venais respirer la trace, sensible pour moi seul, dans le parloir de ma jeunesse. C'est cette réminiscence aiguë de ton cher parfum, dame en noir, qui me fit aller vers celle-ci que voilà tout en blanc, et si pâle, et si belle sur le seuil de la galerie inexplicable. Ses beaux cheveux dorés relevés sur la nuque laissent voir l'étoile rouge de sa tempe, la blessure dont elle faillit mourir. Quand je commençais seulement à prendre ma raison par le bon bout, dans cette affaire, j'imaginais que, la nuit du mystère de la chambre jaune, mademoiselle Stangerson portait les cheveux en bandeau. Mais avant mon entrée dans la chambre jaune, comment aurais-je raisonné sans la chevelure au bandeau? Et maintenant, je ne raisonne plus du tout, depuis le fait de la galerie inexplicable. Je suis là, stupide, devant l'apparition de mademoiselle Stangerson, pâle et si belle. Elle est vêtue d'un peignoir d'une blancheur de rêve. On dirait une apparition, un doux fantôme. Son père la prend dans ses bras, l'embrasse avec passion, semble la reconquérir une fois de plus, puisqu'une fois de plus elle eût pu, pour lui, être perdue. Il n'ose l'interroger. Il l'entraîne dans sa chambre où nous les suivons. Car enfin, il faut savoir. La porte du boudoir est ouverte. Les 2 visages épouvantés des gardes-malades sont penchés vers nous. Mademoiselle Stangerson demande ce que signifie tout ce bruit. Voilà, dit-elle, c'est bien simple. Comme c'est simple. Elle a eu l'idée de ne pas dormir cette nuit dans sa chambre, de se coucher dans la même pièce que les gardes-malades, dans le boudoir. Et elle a fermé, sur elle 3, la porte du boudoir. Elle a, depuis la nuit criminelle, des craintes, des peurs soudaines fort compréhensibles, n'est-ce pas? Qui comprendra pourquoi, cette nuit justement où il devait revenir, elle s'est enfermée par un hasard très heureux avec ses femmes? Qui comprendra pourquoi elle repousse la volonté de M. Stangerson de coucher dans le salon de sa fille, puisque sa fille a peur? Qui comprendra pourquoi la lettre, qui était tout à l'heure sur la table de la chambre, n'y est plus? Celui qui comprendra cela dira: Mademoiselle Stangerson savait que l'assassin devait revenir. Elle ne pouvait l'empêcher de revenir. Elle n'a prévenu personne parce qu'il faut que l'assassin reste inconnu. Inconnu de son père, inconnu de tous, excepté de Robert Darzac. Car M. Darzac doit le connaître maintenant. Il le connaissait peut-être avant. Se rappeler la phrase du jardin de l'Élysée: me faudra-t-il pour vous avoir commettre un crime?
Contre qui le crime, sinon contre l'obstacle, contre l'assassin? Se rappeler encore cette phrase de M. Darzac en réponse à ma question. Cela ne vous déplairait-il point que je découvre l'assassin? Ah, je voudrais le tuer de ma main. Et je lui ai répliqué, vous n'avez pas répondu à ma question. Ce qui était vrai. En vérité, M. Darzac connaît si bien l'assassin qu'il a peur que je le découvre, tout en voulant le tuer. Il n'a facilité mon enquête que pour 2 raisons. D'abord, parce que je l'y ai forcé. Ensuite, pour mieux veiller sur elle. Je suis dans la chambre, dans sa chambre. Je la regarde, elle. Et je regarde aussi la place où était la lettre tout à l'heure. Mademoiselle Stangerson s'est emparée de la lettre. Cette lettre était pour elle, évidemment, évidemment. Ah, comme la malheureuse tremble! Elle tremble au récit fantastique que son père lui fait de la présence de l'assassin dans sa chambre et de la poursuite dont il a été l'objet. Mais il est visible qu'elle n'est tout à fait rassurée que lorsqu'on lui affirme que l'assassin, par un sortilège inouï, a pu nous échapper. Et puis il y a un silence. Quel silence! Nous sommes tous là, à la regarder. Son père, Larsan, le père Jacques et moi. Quelles pensées roulent dans ce silence autour d'elle? Après l'événement de ce soir, après le mystère de la galerie inexplicable, après cette réalité prodigieuse de l'installation de l'assassin dans sa chambre, à elle, il me semble que toutes les pensées, toutes, depuis celles qui se traînent sous le crâne du père Jacques, jusqu'à celles qui naissent sous le crâne de M. Stangerson, toutes pourraient se traduire par ces mots qu'on lui adresserait à elle. Oh, toi qui connais le mystère, explique-le nous, et nous te sauverons peut-être. Ah, comme je voudrais la sauver! D'elle-même et de l'autre. J'en pleure. Oui, je sens mes yeux se remplir de larmes devant tant de misère si horriblement cachée. Elle est là, celle qui a le parfum de la dame en noir. Je la vois enfin, chez elle, dans sa chambre, dans cette chambre où elle n'a pas voulu me recevoir, dans cette chambre où elle se tait, où elle continue de se taire. Depuis l'heure fatale de la chambre jaune, nous tournons autour de cette femme invisible et muette pour savoir ce qu'elle sait. Notre désir, notre volonté de savoir doivent lui être un supplice de plus. Qui nous dit que, si nous apprenons, la connaissance de son mystère ne sera pas le signal d'un drame plus épouvantable que ceux qui se sont déjà déroulés ici? Qui nous dit qu'elle n'en mourra pas? Et cependant, elle a failli mourir, et nous ne savons rien. Ou plutôt, il y en a qui ne savent rien. Mais moi, si je savais qui, je saurais tout. Qui? Qui? Et ne sachant pas qui, je dois me taire, par pitié pour elle, car il ne fait point de doute qu'elle sait, elle, comment il s'est enfui, lui, de la chambre jaune, et cependant elle se tait. Pourquoi parlerais-je? Quand je saurai qui, je lui parlerai à lui. Elle nous regarde maintenant, mais de loin, comme si nous n'étions pas dans sa chambre. M. Stangerson rompt le silence. M. Stangerson déclare que, désormais, il ne quittera plus l'appartement de sa fille. C'est en vain que celle-ci veut s'opposer à cette volonté formelle. M. Stangerson tient bon. Il s'y installera dès cette nuit même, dit-il. Sur quoi, uniquement occupé de la santé de sa fille, il lui reproche de s'être levé. Puis il lui tient soudain de petits discours enfantins. Il lui sourit. Il ne sait plus beaucoup ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. L'illustre professeur perd la tête. Il répète des mots sans suite qui attestent le désarroi de son esprit. Celui d'une autre n'est guère moindre. Mademoiselle Stangerson dit alors, avec une voix si douloureuse, ces simples mots. Mon père, que celui-ci éclate en sanglots. Le père Jacques se mouche, et Frédéric Larsan, lui-même, est obligé de se détourner pour cacher son émotion. Moi, je n'en peux plus. Je ne pense plus, je ne sens plus, je suis au-dessous du végétal. Je me dégoûte. C'est la première fois que Frédéric Larsan se trouve, comme moi, en face de Mademoiselle Stangerson, depuis l'attentat de la chambre jaune. Comme moi, il avait insisté pour pouvoir interroger la malheureuse. Mais, pas plus que moi, il n'avait été reçu. À lui comme à moi, on avait toujours fait la même réponse. Mademoiselle Stangerson était trop faible pour nous recevoir. Les interrogatoires du juge d'instruction la fatiguaient suffisamment, etc. Il y avait là une mauvaise volonté évidente à nous aider dans nos recherches, qui,
moi, ne me surprenait pas, mais qui étonnait toujours Frédéric Larsan. Il est vrai que Frédéric Larsan et moi avons une conception du crime tout à fait différente. Il pleure, et je me surprends encore à répéter au fond de moi: la sauver malgré elle, la sauver sans la compromettre, la sauver sans qu'il parle. Qui, il? Il, l'assassin. Le prendre et lui fermer la bouche. Mais M. Darzac l'a fait entendre. Pour lui fermer la bouche, il faut le tuer. Conclusion logique des phrases échappées à M. Darzac. Ai-je le droit de tuer l'assassin de Mlle Stangerson? Non. Mais qu'il m'en donne seulement l'occasion. Histoire de voir s'il est bien, réellement, en chair et en os. Histoire de voir son cadavre, puisqu'on ne peut saisir son corps vivant. Ah, comment faire comprendre à cette femme, qui ne nous regarde même pas, qui est toute à son effroi et à la douleur de son père, que je suis capable de tout pour la sauver. Oui, oui, je recommencerai à prendre ma raison par le bon bout et j'accomplirai des prodiges. Je m'avance vers elle. Je veux parler, je veux la supplier d'avoir confiance en moi. Je voudrais lui faire entendre par quelques mots, compris d'elle seule et de moi, que je sais comment son assassin est sorti de la chambre jaune, que j'ai deviné la moitié de son secret, et que je la plains, elle, de tout mon cœur. Mais déjà son geste nous prie de la laisser seule, exprime la lassitude, le besoin de repos immédiat. M. Stangerson nous demande de regagner nos chambres, nous remercie, nous renvoie. Frédéric Larsan et moi saluons, et, suivis du père Jacques, nous regagnons la galerie. J'entends Frédéric Larsan qui murmure: bizarre, bizarre. Il me fait signe d'entrer dans sa chambre. Sur le seuil, il se retourne vers le père Jacques. Il lui demande: vous l'avez bien vu, vous? Qui? L'homme. Si je l'ai vu, il avait une large barbe rousse, des cheveux roux. C'est ainsi qu'il m'est apparu, à moi, fis-je. Et à moi aussi, dit Frédéric Larsan. Le grand Fred et moi nous sommes seuls, maintenant, à parler de la chose, dans sa chambre. Nous en parlons 1 heure, retournant l'affaire dans tous les sens. Il est clair que Fred, aux questions qu'il me pose, aux explications qu'il me donne, est persuadé, malgré ses yeux, malgré mes yeux, malgré tous les yeux, que l'homme a disparu par quelque passage secret de ce château qu'il connaissait. Car il connaît le château, me dit-il. Il le connaît bien. C'est un homme de taille plutôt grande, bien découplé. Il a la taille qu'il faut, murmure Fred. Je vous comprends, dis-je, mais comment expliquez-vous la barbe rousse, les cheveux roux? Trop de barbe, trop de cheveux, des postiches, indique Frédéric Larsan. C'est bientôt dit. Vous êtes toujours occupé par la pensée de Robert Darzac. Vous ne pourrez donc vous en débarrasser jamais? Je suis sûr, moi, qu'il est innocent. Tant mieux. Je le souhaite. Mais vraiment tout le condamne. Vous avez remarqué les pas sur le tapis? Venez les voir. Je les ai vus. Ce sont les pas élégants du bord de l'étang. Ce sont les pas de Robert Darzac. Le nierez-vous? Évidemment, on peut s'y méprendre. Avez-vous remarqué que la trace de ces pas ne revient pas? Quand l'homme est sorti de la chambre, poursuivi par nous tous, ses pas n'ont point laissé de traces. L'homme était peut-être dans la chambre depuis des heures. La boue de ses bottines a séché et il glissait avec une telle rapidité sur la pointe de ses bottines. On le voyait fuir, l'homme. On ne l'entendait pas. Soudain, j'interromps ses propos sans suite, sans logique, indigne de nous. Je fais signe à Larsan d'écouter. Là, en bas, on ferme une porte. Je me lève, Larsan me suit. Nous descendons au rez-de-chaussée du château. Nous sortons du château. Je conduis Larsan à la petite pièce en encorbellement dont la terrasse donne sous la fenêtre de la galerie tournante. Mon doigt désigne cette porte fermée maintenant, ouverte tout à l'heure, sous laquelle filtre de la lumière. Le garde, dit Fred. Allons-y, lui soufflai-je. Et, décidé, mais décidé à quoi, le savais-je? Décidé à croire que le garde est le coupable? L'affirmerai-je? Je m'avance contre la porte et je frappe un coup brusque. Certains penseront que ce retour à la porte du garde est bien tardif, et que notre premier devoir à tous, après avoir constaté que l'assassin nous avait échappé dans la galerie, était de le rechercher partout ailleurs, autour du château, dans le parc, partout. Si l'on nous fait une telle objection, nous n'avons pour y répondre que ceci. C'est que l'assassin était disparu de telle sorte de la galerie que nous avons réellement pensé qu'il n'était plus nulle part. Il nous avait échappé quand nous avions tous la main dessus,
quand nous le touchions presque. Nous n'avions plus aucun ressort pour nous imaginer que nous pourrions maintenant le découvrir dans le mystère de la nuit et du parc. Enfin, je vous ai dit de quel coup cette disparition m'avait choqué le crâne. Aussitôt que j'eus frappé, la porte s'ouvrit. Le garde nous demanda d'une voix calme ce que nous voulions. Il était en chemise et il allait se mettre au lit. Le lit n'était pas encore défait. Nous entrâmes, je m'étonnai. « Tiens, vous n'êtes pas encore couché ?»« Non, » répondit-il d'une voix rude. « J'ai été faire une tournée dans le parc et dans les bois. J'en reviens. Maintenant j'ai sommeil. Bonsoir. » « Écoutez, fis-je, il y avait tout à l'heure, auprès de votre fenêtre, une échelle. »« Quelle échelle ? Je n'ai pas vu d'échelle. Bonsoir. » Et il nous mit à la porte tout simplement. Dehors, je regardai Larsan. Il était impénétrable. « Eh bien ? » fis-je. « Eh bien ? » répéta Larsan. « Cela ne vous ouvre-t-il point des horizons ?» Sa mauvaise humeur était certaine. En rentrant au château, je l'entendis qui bougonnait. « Il serait tout à fait, mais tout à fait étrange que je me fusse trompé à ce point. » Et cette phrase, il me semblait qu'il l'avait plutôt prononcée à mon adresse qu'il ne se la disait à lui-même. Il ajouta: « Dans tous les cas, nous serons bientôt fixés. Ce matin, il fera jour. » Fin du chapitre 17. Chapitre 18 du mystère de la chambre jaune. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux. Chapitre 18. Rouletabille a dessiné un cercle entre les deux bosses de son front. Extrait du carnet de Joseph Rouletabille. Suite. Nous nous quittâmes sur le seuil de nos chambres après une mélancolique poignée de main. J'étais heureux d'avoir fait naître quelques soupçons de son erreur dans cette cervelle originale, extrêmement intelligente, mais anti-méthodique. Je ne me couchai point. J'attendis le petit jour et je descendis devant le château. J'en fis le tour en examinant toutes les traces qui pouvaient en venir ou y aboutir. Mais elles étaient si mêlées et si confuses que je ne pus rien en tirer. Du reste, je tiens ici à faire remarquer que je n'ai point coutume d'attacher une importance exagérée aux signes extérieurs que laisse le passage d'un crime. Cette méthode qui consiste à conclure au criminel d'après les traces de pas est tout à fait primitive. Il y a beaucoup de traces de pas qui sont identiques, et c'est tout juste s'il faut leur demander une première indication qu'on ne saurait, en aucun cas, considérer comme une preuve. Quoi qu'il en soit, dans le grand désarroi de mon esprit, je m'en étais donc allé dans la cour d'honneur et m'étais penché sur les traces, sur toutes les traces qui étaient là, leur demandant cette première indication dont j'avais tant besoin pour m'accrocher à quelque chose de raisonnable, à quelque chose qui me permît de raisonner sur les événements de la galerie inexplicable. Comment raisonner? Comment raisonner? Ah, raisonner par le bon bout! Je m'assieds désespéré sur une pierre de la cour d'honneur déserte. Qu'est-ce que je fais depuis plus d'une heure, sinon la plus basse besogne du plus ordinaire policier? Je vais quérir l'erreur comme le premier inspecteur venu, sur la trace de quelques pas qui me feront dire ce qu'ils voudront? Je me trouve plus abject, plus bas dans l'échelle des intelligences que ces agents de la sûreté imaginés par les romanciers modernes, agents qui ont acquis leur méthode dans la lecture des romans d'Edgar Poe ou de Conan Doyle. Ah, agents littéraires, qui bâtissaient des montagnes de stupidité avec un pas sur le sable, avec le dessin d'une main sur le mur. À toi, Frédéric Larsan, à toi, l'agent littéraire. Tu as trop lu Conan Doyle, mon vieux. Sherlock Holmes te fera faire des bêtises de raisonnement plus énormes que celles qu'on lit dans les livres. Elles te feront arrêter un innocent. Avec ta méthode à la Conan Doyle, tu as su convaincre le juge d'instruction, le chef de la sûreté, tout le monde. Tu attends une dernière preuve. Une dernière! Dis donc une première, malheureux! Tout ce que vous offre les sens ne saurait être une preuve. Moi aussi je me suis penché sur les traces sensibles, mais pour leur demander uniquement d'entrer dans le cercle qu'avait dessiné ma raison. Ah, bien des fois, le cercle fut si étroit, si étroit. Mais si étroit était-il, il était immense, puisqu'il ne contenait que de la vérité. Oui, oui, je le jure, les traces sensibles n'ont jamais été que mes servantes. Elles n'ont point été mes maîtresses. Elles n'ont point fait de moi cette chose monstrueuse, plus terrible qu'un homme sans yeux, un homme qui voit mal. Et voilà pourquoi je triompherai de ton erreur et de ta cogitation animale, ô Frédéric Larsan. Et quoi? Et quoi?
parce que, pour la première fois, cette nuit, dans la galerie inexplicable, il s'est produit un événement qui semble ne point rentrer dans le cercle tracé par ma raison, voilà que je divague, voilà que je me penche, le nez sur la terre, comme un porc qui cherche, au hasard, dans la fange, l'ordure qui le nourrira. Allons, Rouletabille, mon ami, relève la tête. Il est impossible que l'événement de la galerie inexplicable soit sorti du cercle tracé par ta raison. Tu le sais, tu le sais. Alors relève la tête. Presse de tes deux mains les bosses de ton front, et rappelle-toi que, lorsque tu as tracé le cercle, tu as pris, pour le dessiner dans ton cerveau comme on trace sur le papier une figure géométrique, tu as pris ta raison par le bon bout. Eh bien, marche maintenant, et remonte dans la galerie inexplicable en t'appuyant sur le bon bout de ta raison, comme Frédéric Larsan s'appuie sur sa canne, et tu auras vite prouvé que le grand Fred n'est qu'un sot. Joseph Rouletabille, 30 octobre, midi. Ainsi ai-je pensé, ainsi ai-je agi. La tête en feu, je suis remonté dans la galerie, et voilà que, sans y avoir rien trouvé de plus que ce que j'y ai vu cette nuit, le bon bout de ma raison m'a montré une chose si formidable que j'ai besoin de me retenir à lui pour ne pas tomber. Ah, il va me falloir de la force, cependant, pour découvrir maintenant les traces sensibles qui vont entrer, qui doivent entrer dans le cercle plus large que j'ai dessiné là, entre les deux bosses de mon front. Joseph Rouletabille, 30 octobre, minuit. Fin du chapitre 18. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague, en avril 2010,